Le Mali obtient son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Les Aigles se sont imposés tout à l'heure face aux Aigles du Carthage de la Tunisie à la séance des tirs au but 3-2. Un match âprement discuté avec engagement et détermination. Les Aigles joueront contre le Sénégal en quart de finale. Les détails en début de journal. Une salle du stade Mamadou Konaté est baptisée Révérend Père Georges Bouvier. En plus de ce dernier, une dizaine porte les noms des dirigeants sportifs, entraîneurs, athlètes et journalistes, des personnes qui ont œuvré pour la promotion du sport au Mali. Plusieurs événements majeurs ont marqué l'année 2025. Les citoyens retiennent la dissolution des partis politiques, l'inauguration de la deuxième mine de lithium dans la région de Bougouni, l'équipement des femmes, la session du collège des chefs d'État de l'AES et la biennale Tombouctou 2025. On n'a vu aucun but. Et le Bilal Touré, il marque. Et le but d'El Bilal Touré. Et qui met le Mali en quart de finale dans un match historique, dans un match. Joueurs qui auront la conviction, qui auront. Saint-Pit, il y a cru, c'était très difficile. Et l'homme du match n'est que le gardien de but, c'est sûr. Du Mali, Diarra. Voilà, très heureuse de vous retrouver après cette belle victoire des Aigles du Mali. Bonsoir et bienvenue à la grande édition sur ORTM1. Et oui, le Mali jouera les quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Les Aigles, à l'issue d'un match de haute intensité, sont venus à bout des Aigles de Carthage à la séance de tir au but 3-2. Avec moi sur ce plateau, Siragatou Sissé pour le développement de la page sport. Bonsoir Siragatou. Bonsoir, dites-moi Kamara. Alors, ce fut un match palpitant sur tous les plans. L'essentiel a été fait par Tom Saint-Fit et ses poulains, la qualification. Oui, le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations était d'un but partout. Le Mali est en quart de finale de la CAN, comme en 2023, décalé en 2024 en Côte d'Ivoire. Le résumé de ce Mali-Tunisie tendu et plein de suspense avec Ousmane Daou, l'un de nos envoyés spéciaux à Casablanca dans les conditions du direct. Il a fait l'entrée. Et il arrive. Chant de la Tunisie. Vous êtes en joie, on l'imagine à Bamako, nous aussi ici à Casablanca, puisque les Aigles sont passés par un trou de souris. Il a fallu la séance de tir au but face aux Aigles de Carthage pour que le Mali obtienne son ticket pour les quarts de finale. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ça a été laborieux du côté malien, ça a été difficile, surtout depuis le carton rouge de Woyo Koulibaly, le défenseur latéral malien. Mais on va retenir surtout le mental des Maliens. Rarement on a vu une équipe malienne encaisser à la 89e minute et réagir avec la jugeote du banc technique qui a su mettre 2 joueurs offensifs et tout de suite la Tunisie a reculé. Eh bien le Mali va égaliser sur penalty grâce à Lassine Sinayogo qui marque du coup son 3e but de la partie. Le Mali continue de planer ici dans le ciel marocain à Casablanca. Eh bien les Aigles du Mali entreveront les quarts de finale. À la dernière seconde. Oui, et l'un des artisans de cette victoire, c'est bien le gardien de but, Djigui Diarra. Oui, le gardien Djigui Diarra a sauvé à plusieurs reprises son équipe. Il a été présent durant tous les matchs en replaçant ses partenaires. En dernier rempart, Djigui a guidé ses frères d'armes comme on le voit sur les images. Donc Djigui, artisan de cette qualification des Aigles du Mali en quart de finale, il a arrêté donc 2 tirs au but. Il est désigné homme du match. Alors le Mali en quart de finale affrontera le vendredi 9 janvier 2026 à 16h à Tanger le Sénégal. Pour voir les traces du derby ouest-africain à la CAN, il faut remonter au 2 février 2024 en match de groupe. Score final, un but partout. Au but de Draman Traoré, dit Rivaldo avait répondu Habib Bey. 22 ans après Mali-Sénégal, ce sera une autre histoire. C'est un joueur important qui devait rester jusqu'au bout, malheureusement pour le Traboulsi. Et la joie dans le camp des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit qui félicite ces joueurs
Et du coup, c'est la détresse du côté des supporters tunisiens et la joie dans le camp des Aigles du Mali. On voit cette dame enthousiaste. Et c'était voilà, la communion entre Tom Saint-Fit et ses joueurs. Et c'était vraiment beau à voir, les arrêts de but de Djigui Diarra. Sous la pluie du stade Mohamed V de Casablanca. Et les supporters maliens en grand nombre du côté de Casablanca. Et Djigui Diarra qui reçoit le trophée du match. Fier et honoré. Oui. Alors, retour au pays, le match Mali-Tunisie a été suivi avec enthousiasme à Kati, Bamako et dans certaines fan zones. Un supporter des Aigles du Mali, le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, et sa délégation ont fait une halte chez des groupes de supporters déterminés à soutenir leur équipe nationale. Brahima Diallo nous plonge dans l'effervescence. Beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense, mais bon voilà, la finalité c'est que le Mali est encore là, le Mali est debout, et comme on a dit, on va aller jusqu'au bout, et on demande comme message de dire aux jeunes, on a gagné, il faut fêter, mais il faut prendre soin d'eux, de ne rien casser, parce que le match, la compétition n'est pas terminée, tout le monde n'a qu'à prier pour les Aigles, et vive les Aigles, et bonne suite pour tout le monde. Oui, alors reconnaissance du mérite sportif. Le ministère en charge des sports a officiellement donné des noms à des espaces, des terrains annexes, des salles de réunion et de musculation à des acteurs du monde du sport. Oui, c'est le devoir de reconnaissance de l'État à l'endroit des acteurs honorés, parmi eux des dirigeants, des entraîneurs, des athlètes et des hommes de médias est un signal fort enclenché par les autorités de la transition. Et c'est le ministre en charge des sports qui a procédé à la découverte des noms. Ari Youmatina nous fait le point. La nation reconnaissante envers ses fils et filles, en rendant hommage à certains acteurs du paysage sportif malien ayant contribué au rayonnement du sport national. Ces acteurs honorés désormais dans certaines de nos infrastructures sportives, les stades Mamadou Konaté, Wenzin Koulibaly, Salif Keita Domingo de Kati et le stade du Vinci Marsa sont soit des dirigeants, d'entraîneurs, d'athlètes ou hommes de presse. 2026, nous voulions commencer ça par des reconnaissances. Il y a des gens qui se sont investis dans le sport. Nous avons pour le moment, dans 4 de nos infrastructures sportives, reconnu à peu près 12 acteurs très investis dans le sport, reconnus dans le milieu, qui sont vivants, d'autres ne sont pas de ce monde. Mais il était temps, il est important, comme le président de la transition l'a toujours demandé, de reconnaître ceux qui font des efforts, ceux qui s'investissent dans le développement du pays. Et le sport est une partie intégrante du développement du pays. Parmi les noms gravés désormais dans les différentes enceintes, nous avons Feu Georges Bouvier, Mori Goïta, Abdoulaye Bambira, ancien champion du Mali de karaté, Nyamakoro Nyare, ancien médaillé d'or des Jeux africains Brazza 65 à lancer poids, Idrissa Traoré Poker, sans oublier les journalistes Ali Badra Keita de l'Essor, Salif Gaussou Diarra, premier speaker sportif, Demba Koulibaly de l'URTM ou encore Djibril Traoré de l'URTM. C'est une façon également de donner de la confiance et également de donner de la force et de la conviction à d'autres qui veulent bien faire. Et se dire que quoi qu'il en soit, tout ce que nous faisons pour le pays finit un jour par être reconnu. Il y a encore d'autres infrastructures, d'autres listes qui seront à venir et d'autres reconnaissances qui seront faites. Certains des 12 acteurs encore en vie continuent d'aider en leur manière le sport national. Et oui, vous l'avez suivi, parmi les gloires, notre confrère Djibril Traoré. La salle de presse du stade porte désormais son nom, tout en symbole Siragatou. Oui, la salle de presse du stade Wenzin Koulibaly a été baptisée au nom de Djibril Traoré, ancien journaliste à l'ORTM, présent à la CAN. Djibril Traoré, ému, se dit fier et honoré. Il est au micro de nos envois spéciaux Ousmane Daw, Tayeb Ayaviakoui et Saïd Mohamed Lamine Diarra.
Ça me fait chaud au cœur. Et quand le ministre ce matin m'a appris la nouvelle, j'étais vraiment ému. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne peux que remercier les autorités de la transition parce que m'honorer de la sorte de mon vivant, je pense que ça honore toute la presse malienne et ça incite aussi mes jeunes frères, n'est-ce pas, à travailler d'arrache-pied pour ce pays-là. Parce que ce pays, quoi qu'on dise, au moment venu, sait être reconnaissant. Et encore une fois, je pense que les mots me manquent pour remercier le ministre des Sports et à travers lui, toutes les autorités de la transition. Et Dieu seul sait ce que ça m'a fait. Et je souhaite beaucoup de chance au sport malien dans son ensemble et au football en particulier. Nous n'avons qu'un seul pays, le Mali. Et ce Mali-là, quoi qu'on dise, c'est notre pays, il le restera. Nous sommes nés maliens, on mourra maliens, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc vraiment, j'en appelle à tout le monde. Il faut que nous soyons unis, chacun dans son domaine, n'est-ce pas, pour essayer de pousser ce pays-là de l'avant. Voilà, et suite aux qualifications des aigles, à la qualification des aigles du Mali, des communiqués nous sont parvenus, Siragatou. Oui, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition et le personnel parlementaire ont suivi avec fierté et une grande satisfaction la belle victoire de nos soldats du ballon rond en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient au Maroc. Cette belle performance de nos aigles obtenue face à la Tunisie à 10-11 montre toute leur détermination et leur courage. Cette victoire arrachée au prix d'un courage et d'un mental d'acier montre au monde sportif africain et mondial que l'impossible n'est pas malien. Le Conseil national de transition tient à exprimer ses vifs remerciements aux aigles et à leur encadrement et leur demande de rester toujours déterminé et courageux. Notre vaillant et résilient peuple croit en eux, en avant pour d'autres victoires. Cet autre communiqué, la communauté malienne a rassemblé au siège du Conseil autour de l'ambassadeur du Mali. Son Excellence Fidel Diarra a vibré à l'unisson tout le peuple malien et s'est constitué comme le 12e homme pour pousser nos aigles à la victoire. Elle lui souhaite bon vent pour la suite. Il convient de souligner que le consul général du Burkina Faso, Fla Tcheni Koulibaly, et des membres de sa communauté étaient présents, faisant prévaloir la solidarité AES. Merci beaucoup Siragatou Cissé. On va souhaiter bonne chance aux aigles pour la suite de la compétition et on se retrouve demain sur le même plateau. Inch'Allah, avec plaisir. Juste pour signaler que le Mali jouera contre le Sénégal le vendredi 9 janvier 2026 à 16h à Tanger pour un quart de finale explosif. Merci bien Siragatou Cissé pour toutes ces précisions. Suite de cette édition, ce soir, nous faisons la rétrospective de certains grands événements qui ont marqué l'année 2025. Les citoyens retiennent le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA à travers le recrutement massif, la formation et l'achat de nouveaux équipements, l'inauguration du nouveau site de lithium de Bougouni, la création de la télévision AES et de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, l'organisation de la biennale artistique et culturelle pour couronner l'année de la culture. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes dirigée par Tchemoro Konaté qui a approché des citoyens lambda. Suivons ensemble. Reprise timide des activités de routine dans la ville des Trois Caïmans après la fête de Saint-Sylvestre. Nous sommes de plein pied dans l'année 2026 après une autre assez riche en événements au Mali. Des événements qui continuent de retenir l'attention du grand public. Je retiens comme événement l'audit du financement des partis politiques qui a permis à la section des comptes de la Cour suprême de formuler des recommandations qui doivent être intégrées donc, dans la future charte des partis politiques. J'ai aussi apprécié les dispositifs de lutte contre la corruption à travers l'ouverture d'un certain nombre de procès donc, sur l'acquisition des équipements militaires. Les comportements des djihadistes contre les camions citernes et qui ont lancé les défis de pouvoir asphyxier notre pays du point de vue carburant. Mais les plus hautes autorités ont répondu présent
Et à la date d'aujourd'hui, notre pays continue d'être approvisionné en carburant. S'agissant du volet économique, nos interlocuteurs saluent à l'unanimité l'inauguration du site de lithium de Bougouni, l'impact de la renégociation de l'ensemble des conventions, notamment celles relatives au secteur minier, et surtout la création de la BCRAS, entendez-la la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Nous avons assisté à la restauration de la dignité de notre pays dans le domaine du secteur minier. L'ouverture des grands sentiers, les cas du lithium de Bougouni par exemple. La montée en puissance de l'AES. Donc le Mali a assuré la présidence, donc il y a eu la création de la télé AES. Il y a eu aussi la banque AES, il y a aussi eu le sommet des chefs de l'État, donc de l'AES au Mali qui a été très bien organisé. 2025, c'est aussi le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Allusion à titre d'exemple au recrutement massif, à la formation et surtout à l'achat de nouveaux équipements militaires à la pointe. Tout le monde a assisté à l'arrivée de ces matériels-là qui sont en train d'être quand même exploités aujourd'hui, qui permet aux Maliens de se glorifier aujourd'hui de notre armée. Et ce qui fait aujourd'hui que nous réclamons aujourd'hui un pays capable de s'assumer et de faire face aux défis sécuritaires. La grande victoire des forces armées maliennes sur les forces terroristes, qui alors est une situation salutaire. Je salue ici la résilience du peuple malien face à cette crise-là. La paix et la cohésion nationale, deux facteurs indispensables pour vivre dans l'harmonie. Toute initiative allant dans ce sens est la bienvenue, d'où la revue de la grille salariale des fonctionnaires inspirée du pacte de stabilité et de croissance économique, en plus du décret présidentiel instituant 2025 année de la culture. Donc, la célébration a commencé depuis les villages, des villages au niveau des communes au niveau des régions, et la phase nationale vient de prendre fin à Tombouctou, où tout le monde entier a compris que nous sommes vraiment un pays de culture. Ça a permis de tisser les liens sociaux, séculaires et millénaires qui réunissent le peuple malien, et aussi d'instaurer et de renforcer le tissu social, la cohésion sociale. Certes des défis en 2025, mais aussi des avancées qui devront être améliorées courant 2026. Tout à fait, vous venez de le suivre dans ce reportage. Le recrutement massif dans l'armée se poursuit avec la présentation au drapeau de nouvelles recrues, 794 du contingent 2023 constituant la deuxième vague, ont bouclé leur formation commune de base ce vendredi à Bafo. Cette formation de 6 mois a permis à ces recrues d'être des soldats engagés et déterminés à relever les défis sécuritaires. Ces soldats présentés ce matin au drapeau national viennent ainsi renforcer les rangs de l'armée pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le reportage de Amidou Diallo et Cheikh Tangara. 794 nouvelles recrues du contingent 2023, deuxième vague, sont présentées au drapeau national. Ce contingent est composé de 447 soldats de l'armée de terre, 219 de la garde nationale, 86 de la gendarmerie nationale et 42 du génie militaire. Cette cérémonie marque la fin d'une formation de 6 mois au 26e régiment du génie militaire de Bafo. Cette formation est une preuve réelle de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. Jeunes soldats du contingent 2023, deuxième vague, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps dès que vous avez acquis des connaissances techniques, tactiques, physiques et morales dont un soldat a besoin pour être opérationnel. Modibo Doucouré de l'armée des terres est major de cette deuxième vague avec une moyenne de 16,50. Il est suivi de Abdelaziz Koulibaly de la garde nationale, 16,48 et Sakaba Fane de la gendarmerie nationale avec 15,90. C'est l'amour de mon pays qui m'a poussé à choisir l'armée. Nous avons été formés physiquement et moralement. On a appris les techniques et les tactiques du combat. Je suis prêt à servir ce pays, corps et âme. Démonstration des clauses combat, défilés militaires ont aussi marqué cette cérémonie de sortie du contingent 2023, deuxième vague à Bafo.
Nous restons dans la région de Ségou pour parler de la mini-bourse sur les filières riz et maïs. Cet événement est initié par l'Association malienne pour la sécurité alimentaire Amassa Afrique verte. La mini-bourse aux céréales met en relation directe les producteurs et les opérateurs céréaliers en vue de promouvoir un système de commercialisation appelé agriculture contractuelle. Sur la base des annonces, environ 10 000 tonnes de riz sont proposées pour les offres de vente au cours de cette édition. C'est ce que nous dit Candesila. L'agriculture contractuelle, une alternative sûre pour le développement durable du monde paysan. C'est pour donner corps à cette conviction que l'Association malienne pour la sécurité alimentaire, Amassa Afrique verte et l'Alliance pour une révolution verte en Afrique Agra initient cette mini-bourse sur les filières riz et maïs. L'objectif est de mettre en relation directe les zones de production du Mali avec les opérateurs agro-industriels en vue de promouvoir un système de commercialisation innovant. L'agriculture contractuelle, c'est un contrat bien avant la production. Au moment où le contrat est déjà signé, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Les processus de réalisation de ces contrats suscitent beaucoup d'opportunités d'emploi au niveau des bassins de production. Nous sommes dans une région de production par excellence vraiment du riz, avec la présence de deux offices, l'office du Niger et l'office riz. Ça, c'est vraiment une zone de production par excellence du riz. Aussi, nous avons des bassins de production du maïs. Donc, c'est vraiment pertinent d'organiser une mise en place vraiment d'un cadre de concertation dans ce sens. Sur la base des chiffres fournis, les offres de vente du riz présentées sont estimées à plus de 10 000 tonnes et le maïs à près de 1 500 tonnes. Cet événement revêt une importance particulière car il constitue un cadre privilégié des rencontres, d'échanges et de négociations entre les différents acteurs de nos chaînes de valeur agricoles. Il symbolise notre engagement commun à promouvoir une agriculture plus organisée, plus compétitive et surtout plus rémunératrice pour nos producteurs. Auparavant, les parties prenantes se sont familiarisées avec les règles de base de la contractualisation qui reposent fondamentalement sur le respect des engagements. Dans le même registre, en troisième région, plus de 124 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui servira à la mise en œuvre des activités du projet FONDAF, entendez par là dialogue et autonomisation des femmes. Il a été lancé ce mardi et va durer 20 mois au profit de 4 communes de la région de Sikasso. Les acteurs ambitionnent de faciliter l'accès à un foncier plus apaisé et inclusif au service de la paix et de l'équité genre. Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba depuis le Kénédougou pour le reportage. Il s'agit au cours de cet atelier d'informer et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes autour de la mise en œuvre des activités du projet foncier, dialogue et autonomisation des femmes pour un foncier apaisé et inclusif au service de la paix et de l'équité genre FONDAF, financé à plus de 123 785 000 francs CFA par l'ONU Femmes et mise en œuvre par l'ONG Ahmed. Le projet couvre 4 communes de la région de Sikasso, à savoir les communes de Sikasso, Natien, Fourou et Kadjolo. Après le lancement, les activités qui vont se dérouler au niveau des différentes communes, les 4 communes et l'ensemble des villages de ces communes-là vont porter essentiellement sur le renforcement des commissions foncières qui existent. Si ça n'existe pas, on va les dynamiser et aussi les renforcer. Il y a aussi des activités économiques à l'adresse des femmes. Donc, ils vont également se dérouler au niveau de l'ensemble des villages des 4 communes concernées. La mise en place des acteurs médiatrices, des femmes et des jeunes médiatrices qui vont nous faciliter le dialogue entre les décideurs des communes, les décideurs des villages et aussi pour qu'au moins nous puissions faciliter l'octroi et l'obtention des terres au profit des femmes. Chez moi, bientôt mes 25 villages, chaque groupement de femmes aura son périmètre maraîcher et déjà ça existe. Mais Ahmed va augmenter la production. Au Mali, la question foncière demeure un enjeu central pour la cohésion sociale, le développement rural et la sécurité. Les tensions autour de l'accès à la terre et à ses ressources se sont accrues dans un contexte de fragilité politique et de crise sécuritaire persistante, affectant particulièrement les femmes rurales. Le gouvernorat de la région de Sikasso salue cette occasion la volonté de l'ONIFAM
d'avoir accompagné la mise en œuvre de ce projet au Mali. Amener les femmes au cœur des discussions foncières, c'est renforcer leur autonomie, accroître la cohésion et faire progresser l'équité genre dans toutes les sphères de la vie communautaire. La projection d'un film documentaire sur les attributions des terres a constitué d'autres temps forts de ce lancement du projet qui dure 20 mois. À Tombouctou, la première réunion du comité de pilotage de la phase 2 du projet éducation inclusive et infrastructures scolaires de qualité s'est tenue. La mise en place de ce comité vise à renforcer la résilience des enfants les plus vulnérables de la région. Il est financé par Luxembourg Aid and Development. Ce cadre a permis aux participants de faire le point des réalisations du plan d'action du deuxième semestre 2025, valider le plan d'action du premier semestre 2026 et formuler des recommandations pour un meilleur alignement des activités planifiées en lien avec les priorités de la région. Le reportage de Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. À cette première réunion du comité de pilotage du projet Équité, mise en œuvre par le consortium Humanité Inclusion, Croix-Rouge luxembourgeoise et la Croix-Rouge malienne, il s'agira pour les membres de faire le bilan des réalisations du plan d'action du deuxième semestre, partager les défis et les difficultés ainsi que les leçons apprises relevées lors de la mise en œuvre de la phase 2 du projet, tout en validant le plan d'action du premier semestre 2026. La réunion du comité de pilotage qui nous ressemble aujourd'hui marque le point de départ d'un processus de gouvernance, de coordination et de suivi stratégique essentiel au bon déroulement du projet. Votre rôle sera déterminant pour orienter les actions, faciliter les synergies institutionnelles et communautaires, anticiper et résoudre les obstacles, garantir la cohérence entre les engagements du projet et les priorités locales et nationales. Cette première réunion regroupe l'ensemble des parties prenantes du projet venues des zones d'intervention, à savoir les communes urbaines de Tombouctou et de Diré, ainsi que les responsables scolaires et ONG partenaires. 6 mois après le démarrage, il nous revient d'évaluer collectivement les projets accomplis, de renforcer la synergie entre acteurs étatiques, ONG, partenaires, collectivités et communautés et d'identifier les leviers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Les objectifs du projet Équité cadrent avec la vision des hautes autorités, à savoir briser les barrières de l'éducation inclusive. Pendant 8 mois, le projet Équité a permis, selon les données fournies, de scolariser 235 enfants vulnérables. Au terme des travaux est attendue une liste structurée des principaux défis rencontrés, les difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que des leçons apprises pour orienter les ajustements futurs. L'année 2025 a été très riche en activités au niveau de l'agence de promotion touristique du Mali. Des voyages touristiques ont été organisés à Bamako et à l'intérieur du pays pour permettre aux Maliens de découvrir leur culture. Des actions qui ont été abordées au cours de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Cette session aura permis aussi de planifier les activités de 2026 avec un budget à hauteur des ambitions. Le reportage de Ibrahim Kaoukounati. Placée sous les signes de la consolidation des acquis, l'année 2025 a été marquée par une embellie au sein de l'agence de promotion touristique du Mali, APTM, notamment en matière de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses. Grâce à ces résultats encourageants, Mali Tourisme a pu mener plusieurs activités visant à valoriser la destination Mali, à promouvoir l'offre touristique nationale et à contribuer à l'identification des nouveaux produits touristiques. Une promotion de l'image positive de la destination Mali tant au niveau national qu'à l'international. Donc aujourd'hui, cette dynamique va se renforcer dans le cadre de l'exercice 2026 où nous entendons amplifier nos actions de communication à l'intention du public national pour que nous puissions davantage amener les Maliens à la découverte du Mali et attirer davantage les étrangers vers la destination Mali. Le rapport d'activité et l'exécution du budget 2025 de l'Agence de promotion touristique du Mali au 31 octobre 2025 révèle des résultats très encourageants. En effet, les recettes ont connu une réalisation de 851 545 047 francs CFA contre 596
115 384 francs CFA pour la même période en 2024, soit une hausse de 42,84%. L'Agence de promotion touristique du Mali a pu réaliser de nombreuses activités, au nombre desquelles l'organisation d'activités promotionnelles comme l'édition 2025 de Ségou Falitour, les visites touristiques de proximité connues sous l'appellation City Tour. Le secrétaire général du département en charge du tourisme a, au nom du ministre Mamoun Dafé, rendu un hommage appuyé à la défunte Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l'Association des agences de voyage et de tourisme, décédée le 15 décembre dernier. L'annuaire statistique 2024 sur les secteurs de l'eau, environnement, urbanisme et des domaines de l'État a été présenté la semaine dernière aux partenaires et les acteurs évoluant dans les domaines cités. Cette œuvre constitue un document stratégique permettant de donner des orientations claires pour la gestion efficace des secteurs concernés. Youssouf Diakité a assisté à l'atelier de restitution. Cet atelier, organisé par la cellule de planification et de statistiques du secteur eau, environnement, urbanisme et des domaines de l'État, valide l'annuaire statistique 2024 du secteur, financièrement soutenu par le projet de restauration des terres dégradées. Un tel document, ça sert à orienter l'action publique. Parce que pour pouvoir travailler, il faut savoir ce qui est en train d'être fait. À titre d'illustration, par exemple, en 2024, il y a eu 858 points d'eau qui ont été réalisés globalement. Mais lorsqu'on regarde, ces points d'eau ont été essentiellement réalisés en milieu urbain. Donc cela veut dire qu'il faut plus investir en milieu rural pour pouvoir améliorer le taux d'accès à l'eau potable à nos populations. Alors nous avons mis ensemble un système informatisé de suivi et évaluation, un système informatisé pour capitaliser les politiques et les plans d'action du secteur. Et aujourd'hui, nous venons en appui à la CPS pour l'annuaire statistique qui va nous permettre, n'est-ce pas, de disposer des statistiques fiables pour les utilisateurs. Les travaux sont présidés par le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui ne doute point de la pertinence de cet annuaire. L'annuaire statistique dont il est question est le fruit d'un travail collégial et collaboratif entre toutes les structures techniques du secteur en récapitulant l'ensemble des informations essentielles dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de l'urbanisme et des domaines de l'État. À la fin des travaux, après avoir intégré les suggestions et pris en compte les observations, les experts devraient valider l'annuaire en question, un document stratégique pour guider l'action publique. Ceci est une bonne nouvelle pour les hémophiles et le personnel soignant. L'hôpital du Mali dispose depuis quelques jours d'une unité d'hématologie clinique. L'infrastructure assurera le traitement de l'hémophilie, une maladie hémorragique. Coût de réalisation 16 millions de francs CFA. Cette unité permettra aux patients, selon les responsables de l'hôpital, de ne plus recourir à des soins à l'étranger. La cérémonie d'inauguration a été suivie par Dourache Diakité. L'hôpital du Mali dispose désormais d'une unité d'hématologie clinique. Cette nouvelle unité s'occupera de la recherche et le traitement de l'hémophilie, une maladie hémorragique et héréditaire qui empêche le sang de coaguler correctement. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation, Amalek, la Fondation Novo Nordisk et la société Petrobama. L'ouverture de cet espace, qui est composé de 2 conteneurs de 12 pieds, dédiés à la prise en charge des enfants et particulièrement ceux atteints de maladies hémophilie et les autres troubles de la coagulation. Elle témoigne de notre détermination à renforcer nos capacités en matière de santé, à améliorer la qualité des soins et à garantir l'accès au traitement pour tous. Je tiens à remercier Novo Nordisk Hemophilia Foundation, Petrobama pour leur appui financier qui a permis l'aménagement de cet espace à hauteur de 16 millions. À travers ce don, notre société Petrobama réaffirme son engagement citoyen en faveur de la santé. Sur place, le président de l'Amalek et une maman qui a perdu son enfant à la suite d'un trouble de la coagulation se sont réjouis de l'inauguration. Il incarne l'espoir
la dignité et une meilleure qualité de vie. Au nom de tous ceux qui souffrent de l'hémophilie et les autres troubles hémorragiques, je vous adresse notre reconnaissance et toute notre gratitude. J'ai perdu un enfant qui ne souffrait pas d'une hémophilie, mais d'une maladie du sang, une leucémie aiguë, qui rentre aussi dans l'hématologie clinique. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on a quand même le minimum et on espère que demain, ça sera meilleur que ça. Grâce à ces plateaux techniques, les malades d'hémophilie n'auront plus à recourir à des soins à l'étranger. 80 opérateurs stagiaires spécialisés dans la conduite des engins de chantier et les métiers de la logistique ont bouclé une formation de quelques semaines au Seno Mining School. Le reportage de Aliou Abdoulaye Touré. Seno Mining School est un centre de formation des métiers de la mine, de l'industrie des bâtiments et travaux publics. L'école contribue à la formation des jeunes qui désirent faire carrière dans le domaine des mines et dans d'autres secteurs. Chers récipiendaires, c'est un immense plaisir de nous réunir aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement d'un parcours exigeant, la remise de vos attestations d'opérateurs d'engins miniers, de mécaniciens d'engins de chantier, d'opérateurs logistiques, de techniciens en management de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité santé au travail. Aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement un document administratif, mais nous certifions une compétence, une maîtrise et par-dessus tout une responsabilité. Je reste convaincu que vous avez acquis des compétences essentielles et prouvé votre aptitude à relever les défis majeurs dans ce secteur crucial. Cette formation professionnelle ciblée est un facteur essentiel pour l'amélioration et la perfection de l'expertise locale, chose qui est recherchée aujourd'hui par notre fameuse loi sur le contenu local dans l'écosystème minier. La cérémonie de fin de formation a été marquée par la démonstration de conduite d'engins par les opérateurs stagiaires. Les États-Unis ont mené une opération militaire au Venezuela qui s'est soldée par l'arrestation du président Nicolás Maduro et son épouse. Un acte en totale violation du droit international, même si pour les États-Unis, c'est l'application de la doctrine Monroe, une doctrine qui les autorise à intervenir dans n'importe quel pays d'Amérique pour préserver ses intérêts. Il met en mal la notion de souveraineté des États et discrédite l'ONU, qui est la garante du respect du droit international. C'est ce que nous expliquent deux analystes, le docteur Abdoul Sowodogo, ancien chercheur, et le docteur Aboubakar Maïga, directeur de l'école supérieure de journalisme. Ils sont au micro de Bemba Sibi. Les États-Unis, c'est pas leur première fois justement d'intervenir dans les États de l'Amérique latine, parce que depuis 1823, il y a eu des présidents américains justement qui ont utilisé la doctrine Monroe, doctrine justement énoncée par les 5e ou bien les 6e présidents comme ça des États-Unis, James Monroe, qui stipulait que toutes les affaires qui concernent les États des Amériques doivent être gérées sous l'autorité et la supervision des États-Unis, ce qui donne un droit absolu en fait des États-Unis sur tout ce qui se passe au niveau de ces grands continents. Et on sait que Trump, depuis son arrivée, a affiché clairement qu'il est un adepte justement de cette doctrine Monroe. Et raison pour laquelle il a parlé d'abord de la récupération du canal de Panama, il ne faut pas l'oublier. Il a parlé aussi de l'annexion aussi du Canada, pourquoi pas, parce qu'il voit justement que ce sont des endroits qui peuvent un jour échapper à l'influence américaine. Il a parlé aussi du Groenland, qui fait partie aussi pour lui de cet espace-là sur lequel les États-Unis doivent afficher et exercer leur hégémonie. Vous voyez, et le pétrole vénézuélien aujourd'hui est en train d'échapper justement aux États-Unis. On sait que les réserves sont énormes au niveau du Venezuela et les États-Unis ne veulent pas voir un autre acteur, à fortiori la Chine ou bien la Russie, justement prendre pied définitivement dans l'air précaré, parce qu'ils considèrent que
à travers la doctrine Monroe, que tout ce qui se passe là-bas, c'est l'air précaré. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, l'intervention de Trump au niveau du Venezuela ne doit pas être en fait considérée comme étant une première ou bien quelque chose d'inédit. C'est inédit dans le sens où au XXIe siècle, quand on parle encore des droits de l'homme et qu'on brandit encore tout le temps en fait des instruments comme le droit au peuple de s'affirmer et puis de disposer d'eux-mêmes de leur avenir et tout, et qu'au même moment on voit des puissances qui se disent démocratiques intervenir dans des pays souverains, et ça remet en cause en fait l'existence même de l'ONU, l'existence des relations internationales, parce qu'il faut aussi poser cette question: pourquoi en fait les droits américains s'appliquent en fait quelque part de façon internationale et non les autres droits, au-delà même de la doctrine Monroe, parce qu'ils disent que tout ce qui utilise le dollar, et le dollar est utilisé par tout le monde. Dès l'instant où vous utilisez les dollars seulement, en ce moment les droits américains s'appliquent à vous. Et cette question-là doit se poser. Et raison pour laquelle vous voyez que les États du BRICS essayent de se départir de l'utilisation du dollar. C'est quand même d'un certain point de vue très surprenant, parce que un président qui soit arrêté sur son propre territoire par un autre pays étranger et que cette opération ne soit pas menée dans le cadre des Nations Unies, c'est surprenant de ce point de vue, parce que ça remet en cause la question même de souveraineté de l'État. Et donc c'est à ce prix-là aussi qu'on interroge en même temps quel est finalement le rôle des Nations Unies dans ce monde. Quand on voit l'intervention américaine en Irak qui a conduit à l'arrestation de Saddam Hussein, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé déjà en Libye avec Kadhafi, ça interroge beaucoup d'observateurs de la vie internationale. Finalement, comment est-ce que finalement les États sont à même de s'organiser collectivement pour répondre à des questions d'intérêt collectif? Les mécanismes qui existent aujourd'hui sont en réalité inopérants, parce que l'ONU consacre le principe d'égalité souveraine des États. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur d'un pays, si ce qui se passe est considéré comme étant une menace à la sécurité collective, cela se discute effectivement au sein de ces organisations collectives comme l'ONU, et que des actions puissent être envisagées, et c'est à ce prix-là que ces actions recouvrent une certaine légitimité internationale. Au-delà de ça, il devient difficile de le qualifier, à part une initiative isolée d'un État. Et finalement, tout cela va conduire à quoi? Est-ce qu'on va retourner vers une période pas glorieuse? Est-ce que finalement ceux qui ont les capacités, les moyens d'intervenir où ils le souhaitent, est-ce que le monde se dirige vers ça? Désormais, si demain un pays X est assez puissant pour aller défendre ses intérêts par-ci ou par-là, finalement est-il autorisé, voilà, de faire ce qui lui semble être juste, de faire ce qui lui semble être bon, sachant bien que chaque pays dessine ses propres intérêts, interprète le fait international à la lumière de son histoire et de ses intérêts. C'est une question qui me laisse perplexe. La page AIS nous conduit au Burkina, où la Brigade nationale des sapeurs a convié les médias pour présenter les statistiques de ses interventions du 1er janvier au 31 décembre 2025. Une mission de protection des personnes et de leurs biens. Les types d'interventions sont nombreuses et on note une hausse par rapport à 2024 avec un taux élevé des victimes. Le point avec nos confrères de la RTB, Paul Moyenga et Mariama Tamboura. Ceci est un tableau représentatif des statistiques des interventions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour faire le résumé, le lieutenant-colonel Rasmane Wango, directeur des opérations de la BNSP, se tient aux côtés des hommes et femmes de médias.
Des statistiques des interventions au cours de l'année 2025, le tableau présente des chiffres assez élevés comparativement à ceux de l'année 2024. Pour l'année 2025 qui vient de se terminer, les statistiques des interventions de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers font état de 23 033 interventions pour 24 825 victimes, dont 748 décès. Les périodes de fête sont les moments de forte sollicitation en termes de secours et d'intervention. Près de 600 sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour environ 70 engins d'intervention. La BNSP a enregistré 73 interventions pour 74 victimes, dont une victime décédée des suites de malaise. Le 25 décembre, le bilan faisait état de 109 interventions pour 121 victimes, dont 4 décédés, et les 2 décès sont des suites d'accidents de circulation. 31% du territoire national est couvert par 18 compagnies d'incendie et de secours, regroupées en 5 groupements d'incendie et de secours, selon le lieutenant-colonel Rasmane Wango. La BNSP promet poursuivre le maillage du territoire, rapprocher les secours des populations pour une prise en charge rapide. Au Niger, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures poursuit sa tournée. Il s'est rendu hier au centre de perfectionnement des travaux publics de Niamey, une visite qui lui a permis de constater la réception des engins d'entretien routier commandés par le Niger. Cette démarche vise à doter les structures étatiques de matériel adéquat pour une meilleure prise en charge de l'entretien routier. Le reportage de Nafissa Badassi de la télévision nigérienne. Nouvelle année, nouveaux défis, nouveaux engagements et démarches vers la souveraineté au Niger, et cela sur tous les plans. Sur le plan infrastructure et équipement, l'acquisition de ce matériel technique roulant au profit du ministère de l'Équipement et des Infrastructures en est la preuve. Cette visite du ministre-colonel-major Salissou Mahaman Salissou au centre de perfectionnement des travaux publics intervient suite à l'acquisition du premier et du deuxième lot de matériel composé notamment d'une pelle hydraulique, d'un bulldozer, d'un porte-char, d'une tractopelle, d'une niveleuse et d'une chargeuse. Les infrastructures tiennent une place de choix et qui fait partie de la manifestation de la souveraineté nationale. Et donc, en plus de les construire, il faut les maintenir en état. Nous avons fait le constat d'un certain nombre de manquements. Les manquements, c'est par rapport aux engins d'entretien routier. Nous avons fait face à 2 saisons hivernales et particulièrement celle de 2024 qui a impacté durablement nos infrastructures. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la nécessité pour l'État de pouvoir de façon souveraine disposer du personnel qualifié et du matériel qui peut faire face à des coupures créées par des conditions climatiques dont nous n'avons pas la maîtrise totale par rapport au climat. Et donc, mais nous pouvons disposer des moyens pour intervenir afin que la mobilité se poursuive de façon sûre et sécurisée. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a mis à profit cette visite pour échanger en profondeur avec les techniciens et responsables du centre de perfectionnement des travaux publics. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou a par la même occasion visité l'atelier des outils, les matériels d'entretien et constaté les pièces de rechange des engins. Après l'acquisition de matériel, le secteur routier, notamment son entretien, sera désormais autonome. Retour à l'actualité nationale et parlons de cette nuit du Nord qui s'est déroulée à la place du cinquantenaire en marge du festival de Dibi. Un cadre de brassage et de cohésion où tradition et modernité se côtoient dans un Mali pluriel uni dans la diversité. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, les temps forts avec Aliou Abdoulaye Touri. Au Mali, parmi les événements culturels qui occupent une place de choix dans l'agenda national, figure en bonne place le festival d'Ibi.
un rendez-vous incontournable dédié à la promotion de la culture. La Nuit du Nord, organisée dans le cadre du Festival d'Ibi, est une soirée culturelle dédiée à la célébration de la richesse culturelle du nord du Mali et à ses traditions. Ce soir, nous célébrons le nord du Mali, le Mali du Sahara, le Mali du désert, le Mali des dunes et des sables, le Mali du vent qui porte les chants et les récits, le Mali de la résilience, de la dignité et du courage. Le Mali du Nord, ce sont des peuples debout, des peuples fiers, des peuples de transmission. C'est la richesse des Songhai, la noblesse des Touaregs, la sagesse des Arabes, la profondeur culturelle des peuples et surtout cette capacité unique à vivre ensemble. Le Nord a besoin de ces initiatives parce que ce soir, j'ai une pensée profonde à toutes les populations qui rêvent de paix. Je voudrais joindre ma parole à tous les défenseurs de paix, souhaiter que la paix revienne au Mali et qu'elle revienne dans toutes nos régions, y compris les régions du Nord, et lancer un appel à tous les ressortissants du Nord. Ils se joignent à nous pour construire ensemble notre pays. Je voudrais inviter les organisateurs de ce festival à persévérer pour que ce festival continue à survivre. Cette nuit culturelle a mis en lumière la richesse du patrimoine du nord du Mali à travers la musique, les danses, des prestations artistiques appréciées par le public. Et vous le savez, l'actualité, c'est la qualification des Aigles pour les quarts de finale. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a le vibrant honneur d'informer l'opinion nationale et internationale de la brillante qualification de notre équipe nationale des Aigles du Mali pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En cette heureuse occasion, le ministre adresse ses plus chaleureuses félicitations aux joueurs qui ont fait preuve d'un engagement exemplaire et de combativité digne des grands bâtisseurs de la nation. Salue le professionnalisme du staff technique dont la vision et la détermination ont permis de hisser notre drapeau parmi l'élite du football continental. Félicite la Fédération malienne de football pour les efforts constants. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, au nom du Premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre exprime sa profonde gratitude au peuple malien. Votre soutien indéfectible et vos prières sont le moteur de cette réussite. Cette victoire n'est pas seulement sportive, elle symbolise la résistance et l'unité d'un Mali debout, fier et conquérant. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, invite l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur à maintenir ce climat de ferveur derrière les Aigles pour la suite de la compétition. Nous revenons également sur ce communiqué du Conseil national de transition. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition et le personnel parlementaire ont suivi avec fierté et une très grande satisfaction la belle victoire de nos soldats du ballon rond en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Cette belle performance de nos Aigles obtenue face à la Tunisie à 10 contre 11 montre toute leur détermination et leur courage. Cette victoire arrachée au prix du courage et des mentales d'acier montre au monde sportif africain et mondial que l'impossible n'est pas malien. Le Conseil national de transition tient à exprimer ses vifs remerciements aux Aigles et à leur encadrement et leur demande de rester toujours déterminés et
courageux. Notre vaillant et résilient peuple croit en eux. En avant pour d'autres victoires. À présent, je vous invite à suivre cette mobilisation spontanée des supporters dans les rues de Bamako et la ville de Nioro. C'est avec Mohamed Konaté et Moussa Diakité. Alhamdulillah, an bɛ ala de fo nin ko in na bi, ala de y'anw nimisi wasa bi, an bɛ jigi fo ala ka barika don a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen. Ne tɛna f'u ɲɛna tuguni. Bon bi u ka courage ta, jamana ɲɛ b'u la, jamana bɛ min na bɛɛ ɲɛ b'a la, bɛɛ ka jɛ ka jamana in dɛmɛ, olu jamana b'u bolo bi, anw dusukun ɲɛnen don bi, alhamdulillah, anw nisɔndiyalen don bi, diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi. Ala ni jeri ninnu sababu ala ka barika d'u la, ala ka jamana in taa ɲɛ, ala ka jamana in taa ɲɛ, ala ka jeri ninnu taa ɲɛ, hali bi ala ka balontan in sabati. Ni ko nisɔndiya balontan ma, k'a tasuma faga n'a da ye, a ji b'a faga. Tiɲɛ na hali bi han, balontannaw dusukun y'a ta bi, hali bi filali an ka ta quoi, o de bɛ ka fɔ a ye bi ne na. Mali gay, Mali su, Mali gay, Mali gay, Mali su, Mali gay. Ne nisɔndiyalen don kojugu. Ne bɛ malidenw fo halisa ala ka kura fara u ka kura ye. Malika an Mali fo a tugu ta u ka nin ko in a ma su fo belebele. Vraiment alhamdulilayi an content na an b'an ka joueurs fo an bɛ président fo an bɛ fédération fo vraiment an bɛ bɛɛ content na bi alhamdulilayi an content don an b'u fo yɛrɛ de alhamdulilayi. Bon ne bɛ se k'a fɔ u ka courage ta ala ka kubu don an garisigɛ la donc an wulila kama de an tɛ segin fɛnɛ n'an ma segin n'a ye quoi. Nous sommes ici à Nioro, regroupés dans la ville. Nous sommes très contents, très fiers de notre équipe nationale. Nous avons montré au monde entier aujourd'hui que le Mali est une grande nation de football. Voilà, c'est la joie totale à Bamako, Nioro et Tombouctou avec Mohamed Konaté, Moussa Diakité et Najim Baba Sissé. Voilà, encore toutes nos félicitations aux aigles et bonne chance pour la suite. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.